Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Connaissance. Je suis Melvin et aujourd'hui j'ai la grande joie de partager un échange avec Thierry Tournebise. Cet épisode me tenait particulièrement à cœur car le livre de Thierry que je vous présente dans le podcast, ainsi que l'ensemble de son travail, ont été à titre personnel source d'enseignement. Nous évoquons ensemble la naissance des traumatismes et la manière dont nous y sommes tous différemment sensibles. Nous parlons aussi de l'intelligence cachée dans nos comportements et du rôle du thérapeute dans l'accompagnement des processus naturels de guérison. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Connaissance Podcast en compagnie aujourd'hui de Monsieur Thierry Tournebise pour parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé ensemble, qui me tient particulièrement à cœur et qui est la communication. À titre personnel, j'ai connu Monsieur Tournebise au travers d'un livre que je vous présente tout de suite, qui s'appelle L'art d'être communicant et qui m'a été donné par le père d'une ancienne conjointe à moi et dont j'ai été particulièrement touché par le propos et qui explique la pertinence, la compréhension, l'appréhension de la pertinence de nos comportements avec les autres et avec autrui. Une pertinence qui nous est parfois cachée, mais qui a une bonne raison et qui nous amène toujours vers ce fil d'or qui nous conduit tout au long de notre vie et qui est la réconciliation. Vous le savez, on commence toujours l'émission avec une expression qui guide un petit peu mes pensées dans le podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais citer Boris Cyrulnik, qui est un thérapeute et qui travaille aussi en neurosciences et qui est également un auteur, qui a écrit des livres, notamment sur la résilience, dont je vous recommande Résilience, comment votre force intérieure libère votre passé, et qui a écrit cette phrase qui m'a été confiée par un être qui m'est cher: tout être blessé est amené à la métamorphose. Et c'est au travers de cette phrase que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de cette métamorphose et de l'état communicant. Thierry, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je vous laisse vous présenter pour les auditrices et les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Bien, moi je suis psychopraticien depuis 44 ans, formateur depuis 35 ans. J'ai formé pas mal de personnes dans le monde administratif, des préfectures. Curieusement, je me suis retrouvé à avoir ce public. Et puis surtout dans le milieu hospitalier pendant de nombreuses années. Et maintenant, depuis plus de 15 ans, je forme des praticiens dans un cursus complet jusqu'à leur certification. J'ai publié un site internet sur lequel ceux qui entendent le podcast pourront aller voir, ceux qui voient le podcast pourront aller voir pas mal d'informations. J'ai quand même en ligne librement accessible 2700 pages, donc une bonne centaine d'articles, un peu plus de 100 articles qui font 7 à 40 pages chacun, sur des thèmes différents, classés par ordre alphabétique. On peut s'y retrouver assez facilement. Et puis 6 bouquins que les personnes, donc l'art d'être communicant, c'est un des ouvrages, mais il y en a 5 autres, et que les gens pourront voir en fonction de leurs besoins. Mais on va essayer déjà de donner pas mal de renseignements ou d'informations précises dans ce podcast. L'approche que je mets en œuvre, je lui ai donné le nom de maïeusthésie. Alors pourquoi j'ai mis un nom sur l'approche que je mets en œuvre ? Simplement parce que moi, j'ai jamais pensé faire une approche. Je m'occupais des autres et puis j'ai structuré mon propos parce que j'aime bien que les choses soient claires. Je l'ai mis par écrit parce que j'aime bien que ce soit disponible. Et puis les gens parlant de méthode Tournebise, j'ai dit c'est très moche ça, c'est très moche. D'abord méthode, ça marche pas, c'est pas une méthode. Et avec mon nom derrière, c'est encore plus moche. Il faut que ça porte un nom dans lequel je n'apparais pas. Alors non pas que je veuille me cacher, mais je préfère que l'approche existe par elle-même, libre de moi. Ce qui est important, c'est qu'elle existe, que les gens s'en emparent, fassent ce qu'ils ont à en faire, et non pas que je sois apparent autant. Donc je l'ai appelé maïeusthésie, j'ai cherché un nom, mais un nom qui reflète ce qui se passe. Maïeusthésie, je me suis basé sur maïeutique, qui est l'art d'accoucher, et est, qui est la sensibilité, au niveau des racines. Et c'est l'art d'être sensible au fait que les individus, les êtres sont en gestation d'eux-mêmes et qui viennent au monde progressivement. Alors ils viennent au monde parce qu'il y a des endroits d'eux-mêmes qui ont été mis à part et qui sont encore en gestation depuis longtemps. Et puis ils viennent au monde aussi parce qu'ils se déploient.
ils ont à devenir qu'ils ont à être. Voilà, la myosthésie s'occupe de ça. La myosthésie, c'est une approche, c'est pas une technique. Et cette approche, elle traite d'une part de la communication, d'autre part de la psychothérapie. Concernant la communication, ce qui la caractérise, c'est que les interlocuteurs qui échangent comptent plus que les informations qu'ils échangent. C'est pour ça qu'ils se comprennent, parce qu'ils ont toujours une belle ressource avec l'autre. Quand l'information compte plus que l'interlocuteur, c'est compliqué, parce qu'on ne voit pas l'autre et on ne peut pas avoir d'ajustement, et du coup, ce n'est pas aussi clair. Et on s'embrouille, l'information, curieusement, quand l'interlocuteur passe au second plan, l'information est moins bien partagée. Et en thérapie, ce qui la caractérise, eh bien, c'est que les symptômes, les manifestations, les choses dérangeantes pour lesquelles on consulte ne sont pas des choses à éradiquer, mais des points d'appui pour accéder au niveau de la personne qu'on accompagne, là où sa conscience est appelée pour retrouver une intégrité, pour redevenir entier. On le verra puisque Cyrulnik parle bien sûr de résilience, il parle de trauma, et en cas de trauma, eh bien, l'individu, par survie, se clive. Il anesthésie une partie de lui-même, on y reviendra plus en détail, et effectivement, il y a une métamorphose. Après, si tout se passe bien, ça ne marche pas toujours. On verra sur le thème résilience, peut-être on peut ajuster des choses sur le thème résilience. J'apprécie énormément ce que dit Boris Cyrulnik. Ce que Boris Cyrulnik dit, c'est qu'après, on n'est pas comme avant, on est plus qu'avant. Donc ça, c'est important d'avoir bien ça à l'esprit. C'est ce qui fait peut-être que le thème résilience ne le reflète pas tout à fait, puisque un matériau résilient dans l'industrie, c'est un matériau qui reprend sa forme initiale après déformation. Donc c'est pas tout à fait juste. On serait plus dans une forme de consilience, de réunification, d'intégration, de remédiation avec soi-même, que dans une forme de résilience. Mais ce que dit Boris Cyrulnik sur ce qui s'y passe est extrêmement juste, est très 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 juste. Voilà, donc, et puis au niveau de la thérapie, il existe deux approches de la psychologie, celle qui s'occupe des dysfonctionnements, dont le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, nous dit qu'un trouble mental, c'est un dysfonctionnement biologique ou mental, et auquel on va remédier par de la psychothérapie ou par des médications, pour ce que fait la psychiatrie. On essaye de corriger un dysfonctionnement, donc il faut l'identifier, ensuite le corriger. Et il y a la psychologie de la santé qui s'occupe des ressources. Et les ressources, eh bien, la psychologie de la santé va essayer de les mobiliser, ce que fait remarquablement la psychologie positive, par exemple. Et ce sont deux approches différentes de la psychologie, différentes mais complémentaires. Et ce qui m'ennuyait un petit peu avec la myosthésie, c'est que les praticiens, pour mettre en œuvre ce que je proposais, devaient faire de la myosthésie, et je ne souhaitais pas que la myosthésie vienne englober d'autres approches. Ça me semblait très irrévérencieux et un peu pédant même de penser une telle chose. Donc j'ai eu l'idée de parler de psychologie de la pertinence, qui serait une troisième voie de la psychologie, donc la psychopathologie, qui est celle du dysfonctionnement, psychologie de la santé, qui est celle des ressources, et la psychologie de la pertinence, qui est le fait d'accompagner les processus pertinents à l'œuvre dans la psyché, sachant que quand il y a un symptôme qui se manifeste, il n'est pas là à cause d'une difficulté que la personne a eue, mais spécialement pour qu'elle retrouve son intégrité, qu'elle se déploie, qu'elle se métamorphose, enfin, que s'accomplissent les choses qui doivent s'accomplir au niveau du patient. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation qui est déjà immensément riche. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Il y a des choses qui me touchent particulièrement, notamment le fait de on n'est pas comme avant, on est plus qu'avant. Oui. Cette idée un petit peu d'hormèse, que dans le traumatisme, la nature, en fait, ne résiste pas, ne revient pas à sa forme d'avant, mais tire presque un bénéfice et une force du traumatisme, très très intéressant. Et puis dans la pertinence aussi, un podcast que j'ai fait précédemment, où une des invitées m'a dit « Les maladies ne sont pas à combattre, mais à comprendre ». Et c'est un petit peu, ça rejoint votre approche dans le sens où on ne combat pas une maladie, on essaye de comprendre la pertinence, les informations que ça nous donne pour pouvoir progresser sur notre chemin. La première question que j'ai envie de vous poser par rapport à tout ça, c'est pas forcément la plus agréable, on rentre un petit peu dans le vif tout de suite, c'est le traumatisme. Parce qu'on en vit tous, on subit tous des traumatismes dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a des mécanismes de survie qui se mettent en place et qui nous segmentent, qui nous coupent l'accès à ce traumatisme parce qu'on n'est pas forcément en capacité de le gérer tout de suite et qui reportent en fait la résolution de ce trauma plus tard dans le temps. Est-ce que vous pouvez du coup nous aider
nous donner des pistes pour comment identifier, reprendre accès à ce traumatisme, puisque évidemment, la première étape de la réconciliation, c'est de regarder la chose telle qu'elle est, comme un traumatisme. Alors, la notion de trauma, c'est ambivalent. On vit des événements, il est clair qu'il y a des événements d'ailleurs qui sont étiquetés comme traumatiques quand la plupart des gens ne peuvent pas le vivre sans dommage ou sans être affectés lourdement. On pourrait, il y a des événements, bon, le deuil en fait partie, mais des pathologies graves, des violences qui ont été vécues majeures peuvent, y compris des violences sexuelles, sont des traumas, bien sûr. L'événement est dit traumatique. Ceci dit, on n'est pas égaux devant les événements traumatiques. Il y a des événements traumatiques qui peuvent être vécus avec relativement de la paix. Je cite quelquefois Épictète, dont on raconte, c'était un stoïcien, mais c'est peut-être une légende, bien sûr. C'est tellement ancien. Et qu'est-ce qui est vrai? Il était esclave et son maître, un philosophe stoïcien qui était esclave, et son maître, en rétorsion, lui tordait la jambe et lui a dit à son maître, si tu continues, elle va casser. Et comme il a continué, la jambe a cassé, et Épictète a juste dit à son maître, qui l'avait un peu torturé, tu vois, je te l'avais dit. Bon, qui est capable d'une telle tranquillité? C'est vrai ou c'est faux, peu importe, mais ce qui est réel, c'est que face à un événement, on n'est pas tous dans la même douleur. Je pense souvent à cette personne qui a accompagné son fils en fin de vie, son jeune enfant, qui est mort de leucémie dans ses bras, et qui, partant de là, dit « J'ai vécu le plus beau moment de ma vie ». Et quand je lui demande en quoi c'est un beau moment, elle me dit « Je viens de le mettre au monde une seconde fois ». Et cette femme était radieuse et en paix, alors que l'équipe soignante était en pleurs. C'était assez étonnant que ce soit presque plus dur d'écouter quelqu'un qui est en paix que quelqu'un qui est en souffrance dans un moment comme ça, tellement ça paraît invraisemblable. Alors je ne donne pas cet exemple comme un modèle, mais pour dire que ce que l'on vit ne dépend pas forcément du phénomène. Je me souviens un médecin aussi, dans un colloque où j'intervenais, qui a donné un exemple très intéressant. Dans son service, il dit que quand j'étais interne, il y avait deux personnes. L'une qui était un monsieur portugais qui avait une fracture au métatarse, c'est-à-dire au pied, et qui voulait se suicider car il ne pouvait pas travailler. Dans sa culture, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Du moins dans sa culture générale peut-être du pays, mais personnelle de sa famille, c'était ainsi. Et il y avait une jeune femme qui a eu un accident assez grave, et une jeune fille plus exactement, qui se retrouvait paralysée des deux jambes, donc paraplégique, et qui disait « c'est extraordinaire ce qui m'arrive, parce qu'enfin je vais avoir l'attention de mes parents, je vais pouvoir créer une association, faire des choses importantes et avoir une place dans la société ». Et il donnait cet exemple pour inviter les médecins et les soignants à ne pas juger le ressenti à partir de l'événement. Il y a des gens qui vivent des choses en termes de faits qui vont être relativement mineurs, mais qui vont vivre un trauma. Il y a des gens qui vont vivre des choses que la plupart du monde vivrait très mal, et eux, ils vont en vivre quelque chose qui va les doper, les faire avancer ou les nourrir, et ça va se faire très vite. Donc, ce n'est pas la gravité de l'événement qui fait la blessure, il n'y a pas d'événement traumatique, mais il y a un événement dans lequel on éprouve un trauma. Toutefois, soyons raisonnables, il y a des événements, la plupart des gens vont vivre comme un trauma parce que quasiment personne n'est capable de les vivre sereinement. Mais c'est notre façon de les vivre et c'est ce qu'on en fait qui va faire la différence. Alors, on n'est pas responsable de son trauma, ça serait très indécent de dire une telle chose, mais on le vit en fonction des ressources dont on dispose. Et quelque part, on y peut quelque chose, mais après, et c'est pour ça que la thérapie fonctionne, parce qu'on peut le revisiter. Néanmoins, cette revisite du trauma, il y a des difficultés par rapport au trauma. Il y a quelqu'un qui a vécu un trauma, alors on le voit dans les cellules de crise qu'on fait après des événements collectifs qui ont été difficiles. Les personnes sont écoutées par des psys qui viennent leur porter secours, et c'est une très belle chose. Et pourtant, il a été remarqué qu'il arrive que des gens écoutés soient en moins bonne forme que des gens non écoutés. Donc on ne comprend pas pourquoi des recherches ont fait émerger ça, donc ça surprend, avec la bonne volonté des praticiens qui viennent, comment se fait-il qu'il puisse y avoir une telle chose? En fait, quand quelqu'un vit un trauma, il va vivre une première phase où il aura besoin d'en parler, sauf si le trauma est tel qu'il est en mutisme, ce qui est possible aussi.
il va en parler, il va avoir besoin d'un interlocuteur. Jusque-là, les praticiens font et savent faire ça. Après, il y a une autre difficulté, c'est que si on continue à raconter ce qui s'est passé, eh bien, c'est pas salutaire. Il y a un praticien comme Sándor Ferenczi, qui est pratiquement contemporain de Freud, qui avait remarqué que continuer à raconter ce qui s'est passé, ça peut créer de nouvelles blessures. Ça peut créer des reviviscences et de nouvelles blessures, et c'est pas forcément salutaire. Alors, c'est pas salutaire, mais du coup, il faut faire quelque chose quand même. Qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, ce n'est pas raconter l'événement qui va être libérateur. Une fois qu'on a pu le dire, il faut quand même qu'il y ait une phase où il puisse être dit, mais une fois qu'il a été dit, ce qui va être libérateur, c'est pas de raconter l'événement, c'est que celui qui est le patient qui a vécu le trauma puisse retrouver celui qu'il était quand le trauma s'est passé, et qu'il puisse à la fois rencontrer celui qu'il était, et aussi être capable de prendre la mesure de ce qu'il a éprouvé, dans la nature de ce qu'il a éprouvé, dans la dimension de ce qu'il a éprouvé. Et c'est ça qui sera le phénomène thérapeutique. Alors peut-être on va en reparler plus en détail. En fait, on pourrait dire que c'est vrai qu'on a parlé de communication avec l'ouvrage, et en fait, la thérapie, c'est pas autre chose que restaurer la communication au cœur de la psyché entre celui qui est le patient aujourd'hui et celui qu'il était au moment du trauma. Parce que pour des raisons de survie, il va devoir se cliver, et c'est pas l'événement traumatique qui clive la psyché, c'est la psyché qui se clive elle-même afin d'assurer la survie. C'est-à-dire que la survie de l'ensemble est assurée grâce à la mise à part d'un endroit de soi qui est trop meurtri pour être accueilli sans dommage. Il n'y a pas l'équipement pour accueillir sans dommage l'être qui a vécu le trauma. Et un des éléments majeurs de cet équipement, c'est acquérir l'acuité qui va permettre d'avoir clairement une différence entre celui qu'on était en tant qu'être lors du trauma et le trauma, l'événement traumatique lui-même. L'événement est généralement une horreur. Si c'est lui qu'on regarde, forcément, on est horrifié et c'est normal, aussi bien pour le patient que pour le praticien. Et celui qu'on était lors de l'événement reste un être, est inestimable, et c'est vers lui que l'attention doit se porter. Le piège dans les événements traumatiques, aussi bien pour la personne elle-même que pour les gens qui sont autour, c'est que quand le trauma est évoqué, on voit la gravité des faits, et on pourrait dire, je vais essayer de parler dans ces termes pour faire sentir un peu cette dimension, on ne voit plus la grâce des êtres, on ne voit plus la qualité des êtres, on ne voit plus le côté inestimable des êtres. Le drame finit par effacer l'humanité de celui qui l'a subi, à ses propres yeux et aux yeux de l'entourage. Et ça, c'est un truc auquel il serait intéressant de pouvoir remédier en thérapie. Bon, voilà. Très, très intéressant. Beaucoup de choses évoquées. Effectivement, votre livre porte en tête l'art d'être communicant avec les autres et avec soi-même. Dans l'identification de la pertinence des comportements sur laquelle on reviendra juste après, je pense qu'il y a un premier chemin, c'est déjà, comme vous dites, de rétablir la communication à l'intérieur de notre propre psyché, retrouver l'état communicant pour pouvoir s'ouvrir. Vous avez parlé un petit peu de gestation, de mettre naissance à l'être que l'on est vraiment, celui qu'on a été, pour pouvoir s'ouvrir vers les autres. Il y a quelque chose dans votre livre que j'ai vraiment très apprécié. Je ne saurais pas vous dire combien de fois j'ai relu ce passage, mais vous expliquez un petit peu donc le fonctionnement de ce mécanisme de survie qui va cliver une partie de l'être, du vécu, pour pouvoir le résoudre plus tard. Parce que si on l'accueille aujourd'hui, ce sera pas avec le coup de dommage, donc on remet ça à plus tard, on clive une partie pour faire survivre l'ensemble. Mais il y a aussi des mécanismes inverses qui vont essayer de déterrer un petit peu le problème au quotidien. Et dans votre livre, vous parlez du fonctionnement du cerveau, de l'analogie, comment le cerveau traite les informations et comment des petites choses du quotidien vont nous ramener ponctuellement dans ce trauma pour venir essayer de titiller un petit peu jusqu'au moment où on sera prêt à le voir, à faire le déblocage et aller chercher plus en profondeur et reprendre cette connexion avec l'être que l'on était justement, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est bien, ce qui est marqué est bien résumé, je vais y revenir, mais c'est exactement ça. Alors, pour amener d'autres éléments, en situation traumatique, il y a ce clivage, parce qu'on met à part un endroit de soi qui a été meurtri, parce que si on l'emmène, il est trop meurtri pour qu'on puisse l'accueillir en soi sans dommage, donc il reste à part, il y a une anesthésie intérieure.
Et néanmoins, donc, on est avec un morceau de soi qui manque, on est avec un endroit de soi qui nous manque, et l'élan naturel va être de retrouver son intégrité et de le récupérer. Pour qu'il soit récupérable, il s'agit qu'on ait récupéré un peu d'acuité, qu'on ait développé ou trouvé peut-être même un peu d'acuité, comme je venais de le dire tout à l'heure, pour différencier entre les faits, qui sont dramatiques, parfois une horreur, et les êtres qui restent à rencontrer, qui restent à considérer. En fait, quand on regarde des choses horribles, on est horrifié, c'est normal. Si on est heureux en regardant de l'horreur, c'est qu'on a un souci. On frise la perversité de trouver l'horreur magnifique. Quand on regarde ce qui est magnifique, les êtres exceptionnels, ben on est naturellement touché. Et ça sera la différence entre être touché, qui est une rencontre existentielle entre soi et un autre, nous maintenant et un autre de nous-mêmes à un autre moment, mais aussi celui qu'on est avec quelqu'un d'autre que l'on rencontre ou qu'on accompagne. Être touché, c'est quand on regarde celui qu'il est. Quand on regarde les faits et les horreurs, on est affecté, et c'est normal d'être affecté. Donc notre difficulté ne vient pas de notre compétence, mais de là où on regarde. Si on regarde vers l'individu, vers l'être, on est touché. Si on regarde vers le drame et l'horreur, on est affecté. Ça, c'est une première chose. Donc il y a un clivage en attendant que cette chose puisse s'accomplir, et c'est vers ça que tendra le praticien. Et il y a un phénomène naturel, parce que le praticien en myostésie ne fait qu'accompagner des phénomènes naturels qui sont à l'œuvre déjà dans la psyché. C'est pour ça que les thérapies sont assez rapides, souvent, parce qu'on accompagne ce qui se fait et on ne lutte pas contre ce qu'il y a. C'est quelque chose de différent comme approche, à ce titre. Il y en a d'autres qui font cela, mais en anesthésie, on insiste beaucoup là-dessus. Et puisqu'on parle un peu, je ne sais pas s'il faut parler du cerveau ou de la psyché, parce que difficile de dire si le cerveau est dans la psyché, quelqu'un qui est comme Denis Noble, qui est un praticien en neurologie, plus exactement génétique systémique, explique que la psyché est quelque part, mais on ne sait pas ce que c'est, parce que ce n'est pas forcément dans le cerveau, ce n'est pas dans les neurones, et en même temps, on ne sait pas où c'est, et pourtant c'est quand même quelque part. Enfin, on a un peu de mal à cerner de quoi il s'agit dans la psyché. Alors, après, il y a des gens qui s'en font des mythes ou tout un tas de choses, mais on va pas forcément assimiler la psyché aux neurones, même si les deux ont un lien entre eux. C'est intéressant ce que vous dites. Ça revient à une phrase que j'aime beaucoup qui dit l'incompréhensible n'est pas forcément inintelligible. C'est pas parce qu'on n'a pas les clés de compréhension aujourd'hui. Alors on y reviendra parce qu'il y a ce que j'appelle l'expérientiel, qui est quelque chose qui ne se pense pas. Et il y a les choses qui sont indicibles et qu'on arrive à penser, mais on n'a pas les mots. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas les mots, mais ce n'est pas simplement parce qu'on n'a pas les mots, c'est juste qu'on n'arrive même pas à se penser, on ne peut pas se les représenter. C'est au-delà de ce qui est pensable. Alors j'appelle ça la zone du non pensable et qui est accessible par l'expérientiel. Et l'expérientiel, c'est ce que vivent des gens, c'est le mot qu'on a mis pour dire ce que vivent les gens en état de mort imminente, mais les gens qui vivent un trauma sont parfois en état de mort imminente, enfin, ils vivent une expérience analogue à ceux de la mort imminente, et ce qu'ils vivent a du mal à se penser, donc à se dire, et souvent leur souffrance ne vient pas simplement de ce qui s'est produit, mais qu'ils sont habités par quelque chose qu'ils peinent à penser. Et là, le rôle d'un praticien, ça sera d'accompagner l'expression de ce qui ne se pense pas. C'est un petit tour de force quand même. C'est un petit tour de force, parce que déjà, mettre des mots sur l'indicible, c'est déjà pas de la tarte, on va dire. Mettre des mots sur ce qui ne se pense pas, c'est encore autre chose. Alors, pour revenir au mécanisme, il y aura d'autres choses à partager, certainement, pour revenir au mécanisme. Il y a ce mécanisme de clivage, et il y a la survie qui va jouer. Alors, la survie fait que la psyché s'autoclive pour éviter d'être envahie par l'émotion démesurée d'un endroit de soi qui vient d'être choqué au-delà de ce qui est possible. Et ce clivage met dans l'oubli un endroit de soi, et cet endroit de soi, comme il ne peut pas rester hors de soi, on est heureux dans notre intégrité. Il y a Sénèque, un philosophe, qui nous disait, il y a déjà pas mal de temps, que en fait, la vie n'est pas longue du fait de sa durée, mais du fait qu'on n'en a rien retranché. C'est-à-dire, la capacité à la complétude fait la longueur de la vie, et non pas le nombre d'années. Je trouvais ça intéressant que déjà à son époque, il y avait des prémices de la myostésie d'aujourd'hui. C'était assez amusant.
Alors, il n'a pas parlé d'éléments de psychothérapie, mais le fait de parler de complétude comme ça, c'est quand même intéressant. Et cette complétude, ben, il y a un élan de vie chez chacun qui fait que nous allons avoir tendance à retrouver cette complétude. Et pour retrouver cette complétude, eh bien, nous allons, alors je ne vais pas dire nous exposer à des événements analogues à l'événement traumatique, mais chaque événement qui se passe autour, on va naturellement y détecter des analogies avec l'événement traumatique. Et ces analogies sont très utiles parce qu'elles nous font revivre de façon diminuée un petit peu quelque chose pour nous rapprocher de celui que nous étions lorsque le traumatisme s'est passé. Il y a tout un cheminement progressif de rapprochement de celui que nous sommes avec celui que nous étions grâce à des réactivations régulières. Et curieusement, ces réactivations, on va presque les chercher, on va les produire, et quand elles ne se produisent pas, on va interpréter ce qui se passe de façon à ce que le ressenti se produise. Alors, on appelle ça émotionnellement en psychologie des patterns. Les patterns, en anglais, pattern, c'est un patron de couture, et j'aime bien dire, voilà, quelle que soit l'étoffe qu'on nous donne, on va faire toujours le même costume. Quels que soient les événements de la vie, on aura toujours la même émotion. On a l'aptitude extraordinaire à réveiller l'émotion afin de garder un contact. C'est comme un fil d'Ariane entre celui que nous sommes aujourd'hui et ce que nous étions au moment du trauma. Donc, il y a ce chemin qui a tendance à se faire, mais qui n'est pas confortable, parce qu'en même temps, ça réactive quelque chose de difficile. Celui que nous sommes qui porte le symptôme est très méritant, parce qu'il n'arrête pas d'entretenir ce que j'appelle un mémorial, afin de ne pas perdre la trace de l'être qu'on était quand on a vécu le trauma. Et il essaye d'entretenir ce mémorial alors que nous-mêmes et tout le monde autour essayent de l'éteindre. Donc c'est une tâche terrible d'entretenir et de supprimer. Les symptômes, qui sont des manifestations on a eu un problème technique, là, je ne sais pas. C'est revenu. Le symptôme, je le redis, oui, le symptôme est une manifestation qui se produit, ce qui est à l'extérieur se produit en même temps que ce qui est à l'intérieur, et grâce à la trace de ce qui se manifeste à l'extérieur, on peut avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'étymologie de symptôme, symptom. Et cette manifestation extérieure qu'on éprouve à l'occasion de diverses réactivations va nous permettre de garder un contact avec ce qui en nous a besoin d'être rencontré. Donc ça, c'est une pulsion de vie qui anime cela, et c'est assez extraordinaire. C'est cette pulsion de vie qui génère les symptômes inconfortables que l'on n'arrête pas de combattre. Et on n'arrête pas de les combattre parce qu'ils ne sont pas confortables, mais il y a aussi une autre réaction de survie qui n'est pas anodine. Il n'y a pas que le mémorial qui nous permet de garder la trace, il y a aussi la mémoire. Alors, le mémorial, c'est la trace des êtres, la mémoire, c'est la trace des faits. Et quand il y a eu un fait douloureux, la mémoire s'en empare. Alors, elle s'en empare avec des moyens limités. Elle va identifier tout ce qui ressemble à ce qui a fait mal comme étant source de danger potentiel. C'est le fameux dicton « chat échaudé craint l'eau froide ». Craint l'eau froide. Dès qu'il y a de l'eau, ben, il a peur parce qu'il a vécu un jour de l'eau chaude, et maintenant, dès qu'il y a de l'eau, il a peur même quand elle est froide. C'est-à-dire que dans notre vie, si on a été, par exemple, agressé par quelqu'un qui avait une veste rouge, eh bien, quelqu'un qui a simplement un bracelet-montre rouge va nous faire peur à l'avenir, parce que ça réactive quelque chose. C'est un mécanisme de survie qui essaye de nous mettre à l'écart de tout danger potentiel, mais évidemment avec pas beaucoup de discernement. Et beaucoup de psychothérapie essayent de jouer sur cet aspect de mémoire, en désactivant cette mémoire. Le MDR fait ça très très bien, avec l'alternance de perception gauche-droite, notamment avec le regard, et en revisitant le fait traumatique pour le désenclaver au niveau de la mémoire et faire en sorte qu'on récupère une acuité, mais c'est une acuité de mémoire, et ça va éventuellement libérer la mémoire. Parfois ça ne marche pas, parce que ça peut aussi créer des reviviscences, ce que craignait Ferenczi. Et les praticiens sur le plan clinique qui font le MDR ne font pas que de l'MDR, souvent ils font aussi d'autres choses pour accompagner cette éventuelle reviviscence. Alors ça, c'est s'occuper de la mémoire. Nous, en anesthésie, on ne s'occupe pas tellement de la mémoire, on s'occupe des faits. On peut même accompagner quelqu'un qui ne raconte pas ce qui s'est passé, s'il préfère ne pas le dire, et s'occuper uniquement de celui qu'il était quand il l'a vécu et en faire la rencontre. Et on arrive à faire cela pour deux raisons. D'abord, le praticien est profondément touché de rencontrer celui qui a vécu le drame, parce que c'est celui qui a vécu le drame qui rencontre et non pas ce qui s'est passé.
Et le fait que le praticien soit touché d'en faire la rencontre, ça le rend rencontrable par le patient. Et quand le patient rencontre celui qu'il était, il va découvrir que celui qu'il était a eu un éprouvé et que cet éprouvé, eh bien, peut être validé dans la nature de cet éprouvé. C'était quoi comme éprouvé? Une peur, une angoisse, une terreur, la peur de mourir. Comme me disait quelqu'un dans son éprouvé, quelle était la dimension de sa peur? Elle me dit, elle était d'une telle dimension que même l'infini ne peut la contenir. Voilà comment les gens arrivent à mettre parfois des mots sur des choses qui ne se pensent pas. C'est un sacré truc. Et une fois que c'est validé au niveau de la dimension et aussi au niveau de la nature, et que l'être qu'était cet individu à ce moment-là est enfin rencontré, l'événement et les réactivations cessent d'être opérantes. Ça peut parfois se faire dans le cadre d'un seul entretien ou de quelques-uns, mais c'est un travail assez bref. Et la personne après est plus qu'avant, évidemment, selon la définition de Gonesse Cyrulnik, on ne retourne pas au même endroit, on est un peu plus loin qu'avant. Il y a une sorte de métamorphose qui s'accomplit, parce qu'elle est riche de quelque chose qu'enfin elle a pu considérer, et elle est riche d'elle-même à cet endroit qui a vécu une expérience et qui est riche de cette expérience. La difficulté, quand un drame s'est produit, c'est que souvent, le drame prend le pas sur les êtres à tel point qu'ils deviennent invisibles. Ce qui fait que quelqu'un qui a vécu, par exemple, une agression a une double peine, souvent. La première peine, c'est qu'il y a ce clivage, cette amputation de soi qui déjà est dommageable. Et la deuxième, c'est que celui qu'il était ne peut plus être visible par lui, mais quelquefois celui qu'il était n'est pas non plus visible par les autres, car quand il évoque ce qui s'est passé, les autres voient davantage le drame que celui qu'il était. Pire que ça, ils peuvent même ne plus voir celui qu'il est maintenant, parce qu'il est celui qui a vécu une horreur, et l'horreur est plus importante que celui qu'il est. Et tout l'art du praticien, c'est de voir celui qui est le patient et non pas le drame. Je reprends l'exemple d'une personne, quand elle était enfant, qui dit à son praticien qu'elle était orpheline de mère quand elle était jeune, cette personne. Et le praticien entend ça, la personne rajoute que cette personne a mis fin à ses jours, elle s'est suicidée, sa mère s'est suicidée. Donc le praticien entend toujours ça. Et puis, la patiente, voyant que le praticien entend, elle lui dit, elle s'est suicidée par immolation. Et dès que le mot immolation a été prononcé, la tête du praticien montrait qu'il était choqué par le fait, il a cessé d'être avec les êtres, et du coup, la patiente a cessé de dire. Parce que le drame de l'immolation a pris le pas sur la qualité de l'être qui a fait ce choix pour finir sa vie, qui avait une bonne raison et qui a certainement besoin qu'on l'entende et qu'on lui donne une place. Donc c'est ça, pour un praticien, la capacité à écouter les êtres au-delà des faits et à les valider dans ce qu'ils sont d'abord par la reconnaissance et ensuite valider leur éprouvé dans la nature et la dimension. C'est toujours de cette façon qu'une thérapie va se passer. C'est pas tellement ce travail qui est long, c'est parfois l'accès, parce qu'avant d'y arriver, des fois on tourne un peu autour. Ça s'apprivoise un petit peu pour s'en approcher. On pourra en reparler des fois. Il n'y a jamais de résistance des patients. Les patients ne résistent pas. J'aime beaucoup ce que disaient Jung et Rogers. Quand la résistance, la littérature psy en a beaucoup parlé, mais il dit que les résistances n'existent pas chez les patients. C'est juste que les praticiens ont de mauvaises approches. Les patients ne résistent pas. Par leur résistance, ils montrent aux praticiens qu'il n'est pas dans la bonne direction. Ils attendent de lui qu'il se laisse guider par eux vers un endroit plus pertinent. Il y a une remise en question. C'est une remise en question du praticien. Et le praticien, en principe, quand il est remis en question par son patient, il est heureux comme tout, parce qu'il va s'approcher de ce qui est plus juste, et c'est un peu son but. Alors qu'il arrive que le praticien, plutôt que de remettre en question son approche, affuble le patient d'une résistance, soi-disant. Il faut qu'il y mette un peu du sien pour avancer. Ça, quand ça arrive, c'est pas cool. Ça fait une triple peine pour lui, le patient. Après, bon, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Il y a quand même une question que j'ai envie d'aborder en premier. Donc, vous avez parlé du mémorial et de la mémoire, qui sont deux choses différentes, deux mécanismes différents de la psyché. Vous vous concentrez plutôt sur l'être, donc il y a malgré tout dans ces mécanismes-là, donc des comportements. Vous avez dit que j'ai été agressé par quelqu'un qui a une veste rouge.
dès que je vais avoir quelqu'un que je rencontre qui a un bracelet montre rouge, je vais me sentir agressé par cette personne. C'est un mécanisme pour me ramener dans mon trauma et toujours se rapprocher de l'être que j'étais vers la réconciliation, on est d'accord. Mais au quotidien, du coup, on va avoir un comportement à l'égard de cette personne qui est pas en adéquation avec la réalité, mais en adéquation avec le traumatisme passé. Et c'est là qu'il y a Exactement. une pertinence du comportement, dans le sens où quelqu'un qui va réagir de manière agressive face à une autre personne, c'est pas un comportement à combattre, c'est d'aller regarder la raison de ce comportement. Pourquoi est-ce que tu es dans cette réaction-là, qui est complètement dissociée de la réalité ici et maintenant, et d'aller chercher la clé pour aller trouver, c'est par rapport à ce Mm. trauma, la veste rouge. Il y a l'exemple du chignon dans le livre, et il y en a plein d'autres. Alors, Ça, c'est si une on est... chose, et puis D'accord. il y a aussi, comme vous l'avez dit, les gens qui vont chercher à se remettre dans des traumas. On le voit, par exemple, des femmes qui ont vécu des violences conjugales, Mm, quand elles mm, sortent de la situation, vont se remettre dans des situations, qui vont mm, mm. parfois retomber dans certaines formes de violence. Toujours pareil, ce comportement, il n'est pas à combattre, il est à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques références sur les différents comportements? Puisque dans ce que vous expliquez de la réconciliation, il y a différentes phases, on réagit différemment. Il y a le repli, il y a le combat, et cetera. Est-ce que vous pouvez aborder ça rapidement avec nous, s'il vous Alors, plaît? je ne sais pas si tu l'as abordé de cette façon-là. Bon, il y a deux choses. Il y a la réactivation de la mémoire, chose sur laquelle beaucoup de thérapies vont essayer d'agir. Je vais éviter toutes les endroits où il y a du rouge parce que ça me rappelle la personne qui m'a agressé avant. Même si je ne m'en rappelle plus, ça me réactive quelque chose qui me donne envie de partir, même sans trop comprendre ce qui se passe. Et à l'inverse, je vais chercher à fréquenter tous les gens qui ont des trucs rouges parce qu'à chaque fois que je les rencontre, je me rapproche de celui que j'étais en revivant une chose analogue, je me rapproche de celui que j'étais, que je vais enfin peut-être pouvoir rencontrer. Donc c'est deux mécanismes qui sont quasiment antagoniques, qui jouent en même temps et qui fait que d'un côté je le recherche, d'un côté je le fuis. Effectivement, des personnes qui ont vécu une violence conjugale ont tendance à revenir vers des personnes qui sont violentes. C'est pas systématique, mais c'est fréquent. Par exemple. Et quand ça se produit, on va souvent trouver un endroit de la vie qu'on a besoin de retrouver grâce à un compagnon. Alors ça nous amène sur d'autres choses, la façon dont les couples se constituent. Il y a un art du casting assez incroyable qui, à notre insu, alors, comme on dit, l'état amoureux rend aveugle. L'amour ne rend pas aveugle, on est lucide dans l'amour, mais dans l'état amoureux, on est aveugle parce que c'est un état de besoin de l'autre et qui est, au moins dans l'imaginaire, satisfait par cet autre, et qui généralement est sélectionné, entre guillemets, dans un casting extraordinaire où on va le choisir avec toutes les qualités imaginaires dont on a besoin, mais surtout parce qu'ils ont les travers qui, plus tard, vont nous aider à regarder en nous ce qu'on n'a jamais voulu voir. Et c'est ainsi qu'on rencontre quelqu'un qui va ressembler, pour faire une caricature, aux parents qu'on n'aimait pas. Et n'ayant pas su aimer le parent et ayant besoin de ses racines, néanmoins, eh bien, on va, à défaut, aimer quelqu'un qui ressemble aux parents. Et en aimant ce quelqu'un, peut-être on va se rapprocher du parent. Il y a deux choses, on va se rapprocher du parent qui lui ressemble et peut-être on va reconnecter avec celui qu'on était qui a souffert avec ce parent. C'est ce qui fait qu'à ces répétitions ne s'arrêtent pas simplement par la discussion, le bon sens et de ramener la personne à la raison, parce qu'en fait, en répétant, elle revient à la raison, la source, c'est-à-dire qu'elle a besoin de redonner une place à son parent. Alors non pas de pardonner, ça c'est un mauvais plan, on pourra revenir sur la notion de pardon qui est un piège, mais de sortir de la rancœur, de donner une place à celle qu'elle était face aux parents, cette personne, et aussi donner une place à celui qui est le parent, qui ne savait pas faire mieux que ce qu'il a fait, quoi qu'il ait fait, aussi grave que ce soit. Et donner une place à l'être qu'il est n'est aucunement minimiser la gravité des faits qu'il a accomplis, si c'est le cas. Donc les répétitions, elles viennent de là, les réactivations, c'est paradoxal parce que en même temps qu'on veut l'éviter parce qu'on a une réaction de distance, on a envie de se mettre à distance, ça gêne, on le recherche, et on le recherche pour ne pas s'éloigner de celui qu'on était. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'idée du porteur de symptômes. Souvent, en fin de thérapie, on honore en quelque sorte le porteur de symptômes, parce que grâce à celui que nous étions, qui a éprouvé ça de multiples fois, on a gardé le chemin comme un fil rouge vers celui qu'on était, dont il ne fallait pas perdre la trace. C'est très troublant parce qu'en même temps, c'est inconfortable, on l'évite, on le rejette, et en même temps, on le recherche parce qu'on a besoin à tout prix de cette complétude.
Alors, il y a pas que les clivages et les traumas. On a besoin aussi d'un déploiement, de devenir qui on a à être, et ça aussi, c'est source de symptômes. Et là, notre thème aujourd'hui, c'est plutôt dans le cadre des traumas, quels qu'ils soient, ben, il y a ce clivage. Et ce qui fait qu'on peut y revenir, c'est qu'on différencie entre les êtres et les faits, celui qu'on était et ceux qui nous ont fait subir les faits. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question. Ça répond, c'est pas l'angle d'attaque, que j'avais imaginé, mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est vous qu'on est là pour écouter aujourd'hui. Mhm. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, vous parlez, donc de l'être et que quand on se concentre sur l'être, l'information et donc les faits sont plus Mhm. pertinents, passent mieux et cetera et ça revient à quelque chose, heu, qui me touche aussi, qui est la naturopathie, et de dire quand on prend en charge un patient, on s'occupe du terrain et pas forcément, du symptôme, heu et c'est revenir un petit peu à la cause des causes, des causes, des causes, C'est revenir à la ça. source Mhm. et je lisais un article aujourd'hui intéressant qui parlait de nutrition et qui disait: «Les plans faits à l'avance qu'on doit appliquer, au XXIe siècle, c'est compliqué de penser comme ça» parce qu'on se Mhm. rend compte que même si on ne le comprend pas toujours très bien, aucun plan n'est valable pour l'ensemble des gens et c'est d'abord en passant par les gens qu'on va trouver un plan et non pas par le plan qu'on va atteindre les gens et c'est ce qui se C'est joli. rapproche un petit peu de votre Mhm. approche. C'est joli ça. Alors, bon, j'ai une formation de naturopathe aussi au départ. Euh, 73, 77, j'ai bouclé mon parcours et de psychosomaticien et de naturopathe. Et la naturopathie m'a donné cette culture, effectivement, qu'on ne combat pas les symptômes, mais on accompagne l'organisme dans des efforts d'auto-guérison spontanée. Ça m'avait beaucoup interpellé. Et avant la naturopathie, adolescent, j'ai fait de l'aïkido, donc j'aime bien dire que j'ai quand même progressé jusqu'à ceinture blanche pour dire que je ne me la pète pas sur ce coup-là. Je suis resté au début. Enfin, j'ai jamais passé de ceinture, mais j'en ai fait plusieurs années. Et j'ai été toujours stupéfait de cette posture, qui n'est pas si simple en vérité quand même, mais qui consiste à accompagner celui qui est en face, qui nous agresse, dans le mouvement qu'il fait et de jamais s'opposer. Et ces deux éléments, ça a mis du temps que je connecte ça, mais ça finit par influencer aussi mon approche de la psychologie, de la psychothérapie. C'est l'accompagnement d'une pertinence. Alors les plans, effectivement, ben, y a un psychologue qui était proche de Rogers, Rollo May, que j'aime assez, qui disait qu'en fait, les protocoles, certes, aident les psychiatres et les psychologues, parce que ça les rassure, mais ça nuit à la thérapie parce que ça les éloigne des patients. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Et c'est vrai que quand on a mis en place une façon de procéder blindée et sûre, et on connaît, c'est pour ça que j'aime pas le mot méthode, bah, c'est très rassurant pour celui qui le fait, mais en même temps, il n'est pas ajusté au terrain. Et s'il y a des innovations, il ne va pas les trouver. En fait, un bon praticien doit être chercheur, créatif, libre, ouvert. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas enfermer l'approche que je propose aux praticiens que je forme, pas l'enfermer dans un protocole, ça ne marche pas. Et néanmoins, il faut quand même des appuis. Si on n'a pas d'appui, on risque de partir dans tous les sens. Mais cet appui ne doit pas nous enfermer, ça doit au contraire donner une sécurité pour notre créativité, notre inspiration. On peut être amené dans un entretien à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, avec qui que ce soit, parce que c'est ça qu'il faut faire à cet endroit-là. Et si on a interdit la créativité et la souplesse, et qu'il faut absolument respecter ce qui a été vu, ce qui a été envisagé précédemment, ça ne va pas le faire. Autre chose, je parle d'être et de fait. Je différencie les êtres et les faits. Je suis un peu parfois embêté avec le mot être qui parfois peut, pour certains, avoir une consonance un peu métaphysique. Alors, elle peut être comme ça, pourquoi pas, mais je dirais que bon, il y a le quelqu'un et le quelque chose, et le quelqu'un prime toujours sur le quelque chose. C'est plus modeste de parler de quelqu'un, du quelqu'un, que de parler d'être, mais le mot être signifie bien ce qu'il veut dire, quoi. C'est quand on veut parler de celui qui agit, bah, parler de l'être par rapport à la chose, ça paraît raisonnable, mais bon, Heidegger, lui, parlait être et temps. L'être et le temps. Donc lui, il parlait d'être aussi, et l'être, pour lui, c'était l'entièreté de celui qu'on a été, de celui qu'on est, et de tout ce qu'on sera. Il y a un accomplissement qui se fait et des remédiations qui s'accomplissent. Donc c'était pas mal vu, ça. Donc le mot être, je propose qu'on le regarde tranquillement, mais qu'on ne lui donne pas forcément une consonance métaphysique qui pourrait déplaire à certains.
Or, c'est quelque chose qui doit être accessible à toute personne, pas forcément à des gens perchés dans la métaphysique. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile, dans ce genre de contexte, d'arriver à trouver le vocabulaire qui est juste parce que, il y a des choses encore une fois, tout ce qui n'est pas compréhensible n'est pas inintelligible, et si on passe par la méthode, on n'innove pas. La méthode et Exact. l'innovation sont antagonistes de base, mais malgré tout, quand on veut faire passer un message, et c'est aussi l'idée de ce podcast, on se heurte parfois dans l'utilisation de certains vocabulaires, à la limite de ce que certaines personnes peuvent entendre et accepter. Et souvent, quand on parle d'être ou ça peut être de vibration ou d'ondes ou des choses comme ça, il y a une partie des gens, quand on va dire ces mots, qui vont rester parce qu'ils sont déjà là avant, parce qu'ils sont déjà dans ce genre de choses, mais l'autre partie des personnes, on les perd complètement. Donc c'est important et merci de le rappeler, de rester humble face à l'utilisation de certains mots et de pas forcément les utiliser pour leurs notions métaphysiques et qui peuvent être abstraites ou créatives ou imaginatives, mais aussi rappeler que ce qu'est un être vraiment, sans partir dans des notions métaphysiques. Donc ne partez pas, tout va bien. Complètement, complètement. Et bon, il est important que le propos s'adresse, alors éventuellement à des gens pour qui la métaphysique est quelque chose d'important, mais en même temps, s'adresse tout autant à des personnes pour qui la métaphysique est insupportable et qui sont dans un matérialisme vraiment forcené. Et ils sont tout aussi humains les uns que les autres, ils doivent tous être entendus dans leur dimension. Je me souviens une fois avoir accompagné, je reparlerai peut-être du deuil, parce que ça fait partie des traumas c'est des événements parmi les plus violents qu'on peut traverser. Dans l'accompagnement d'un deuil, on est amené à un moment de l'entretien thérapeutique à mettre l'attention sur la personne chère qui a disparu. Et en mettant l'attention sur elle au moment où il finit sa vie, il y a une question du genre, qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on entende? Parce qu'il émane de cette personne quelque chose qu'elle aurait aimé qu'on entende, et il s'avère que dès que c'est entendu, on est aussitôt apaisé. Alors, il y a un chemin encore qui doit se faire après, mais c'est un moment majeur dans l'accompagnement du deuil. Et je me souviens d'un patient qui me dit « Ah non, non, mais pour moi, après, il n'y a rien, après. » Je dis « Ok, pour moi, je crois rien, mais je dis « Il ne faut surtout pas croire. » Je vous demande juste d'avoir l'attention sur elle, c'est un homme qui avait perdu sa femme, et je lui dis d'avoir l'attention sur elle, et qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on entende. Et il lui vient quelque chose qu'il peut valider, et je lui dis, il s'agit juste de connecter, il ne s'agit pas de croire à quelque chose. Et il le fait, et 3 mois après, ce monsieur qui était en paix, plus en paix en tout cas, parce qu'il avait perdu sa femme et son fils. Donc il avait quand même fait un double deuil majeur, il ne rentrait plus à la chambre de son fils. Quand il est revenu, il a fait les 2 deuils dans la séance. Quand il est revenu, il a rangé la chambre du fils. Puis il m'écrit 3 mois après en me disant, bah, parfois j'ai un coup de blues, et quand j'ai un coup de blues, je reconnecte. Et il le fait de son point de vue profondément matérialiste, et ça fonctionne. Moi, j'aime bien que ça puisse convenir à tout le monde. Et dans mes sessions, mes stages, quand je forme des praticiens, j'aime bien avoir des personnes qui peuvent être profondément matérialistes et d'autres profondément dans la spiritualité, et que tout le monde y trouve son compte. On s'occupe des êtres humains, quel que soit leur penchant. Il faut que ce soit ouvert à tous, et non pas que ça fasse une sélection supposé, seuls ceux qui seraient dans une sensibilité métaphysique ou spirituelle auraient droit d'être accompagnés et d'y voir clair. Ça doit concerner tout le monde, et quelqu'un qui est profondément matérialiste doit profondément y trouver son compte également. On parle d'humanité. Je me suis demandé d'ailleurs pour quelle raison, depuis 35 ans que j'anime des formations, et j'ai formé des tas de publics, hein, y compris de l'armée, de la gendarmerie, dans les préfectures, j'avais ces publics-là sur les risques psychosociaux, et puis au niveau médical aussi. Beaucoup de gens, aussi bien des médecins de tout service, des soignants, des psychologues. Comment se fait-il que je leur propose de faire l'inverse de ce qui se fait, puisque, par exemple, quelqu'un qui veut mourir, on lui demande en quoi ce serait important pour vous d'être mort, ou en quoi ce serait mieux pour vous que votre vie s'arrête, et la personne répond, quand elle a entendu, elle s'apaise, elle a moins envie de mourir, mais on ne fait pas ça, en principe, on essaie de lui redonner le goût de vivre, et en faisant ça, on la nie, et c'est pire. Donc, comment se fait-il? Et puis, j'ai formé beaucoup de gens qui travaillent aussi dans ce qu'on appelle en EHPAD chez nous, en EMS en Suisse, où j'interviens pas mal, je ne sais pas au Canada comment ça s'appelle, les lieux où il y a les personnes âgées. Et au Canada, en Australie. Désolé. Il y a aussi, c'est le même concept là-bas. Beaucoup de Français partent faire, leur CGT là-bas. D'accord. Et bon, quelqu'un qui s'ennuie, vous inquiétez pas, vous allez avoir des activités, ça ira mieux. Et on lui explique qu'il est bête de s'ennuyer, quoi. Donc, alors quand vous ennuyez, mais de quoi, de qui? Que se passe-t-il? Et il a besoin d'être entendu.
Et en fait, j'explique toujours l'inverse de ce qu'ils font, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est exactement ce qu'ils font. Comment se fait-il que les gens acceptent qu'on leur dise des choses pareilles et qu'ils y trouvent leur compte? Ça m'a assez surpris parce que je me dis quand même, quand des gens ont passé tout leur temps à faire l'inverse de ce qu'il faut faire, ils découvrent que c'est pas ce qu'il faut, ce qu'ils font, et puis que ce qu'il faut faire, c'est le contraire. Ils pourraient être très contrariés, alors ils ont un coup de blues quand même, mais quand ils voient que ça fonctionne, ça les intéresse beaucoup, et ils l'acceptent, et je crois qu'une des réponses, une des raisons pour lesquelles ils l'acceptent, c'est qu'en fait, je ne leur parle pas d'une théorie, je ne leur parle pas encore moins d'un dogme et encore moins d'une croyance, je leur parle d'humanité. Et quand on parle d'humanité à des humains, les humains, ils aiment bien. C'est aussi bête que ça. Et que s'il y a quoi que ce soit de dogmatique, eh bien, c'est très pénible, c'est insupportable. Par contre, quand on parle d'humanité à un humain et qu'il voit que ça fonctionne, ce qu'on lui propose, ben, il est heureux parce qu'en fait, c'est quand même notre nature profonde qui trouve son compte. Parce que c'est franchement étonnant que d'expliquer aux gens qu'il s'agirait de faire l'inverse de ce qu'ils font et que ce qu'ils font, c'est le contraire de ce qu'il faudrait, qu'ils ne soient pas plus mal que ça et que ça arrive à se faire. C'est comme si ça réveillait quelque chose de naturel qu'on avait au fond de soi, qui attendait la permission de se déployer. Plus que Ça revient d'apporter à, quelque chose. ça revient à ce Oui, que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de résistance. voilà, il n'y a pas de résistance, parce que c'est plus une pédagogie par résonance, c'est-à-dire qu'en fait, on réveille chez les gens ce qu'ils ont déjà, plus qu'on ne le prétend leur ensemencer quelque chose dans l'esprit, ce que je trouverais extrêmement violent d'ailleurs. Ensemencer l'esprit de l'autre. Si, Je trouve si, ça un peu invasif. si l'ensemble de la pédagogie appliquait ça, vous avez vraiment une approche de la pédagogie très très intéressante. Et je pense que aujourd'hui, ça, pour ma part, j'y suis peut-être sensible, mais j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus. Mais ça fait quand même quelques années, décennies, sans vouloir vous enterrer, quelques décennies que vous faites le travail et vous étiez vraiment en avance déjà Il y a sur la 35 ans, pédagogie. c'était, oui, il y a 35 ans, c'était un peu nouveau quand je faisais les formations. Il y a 44 ans, encore plus. Mais c'est vrai que les choses peinent à trouver leur place. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui disent de belles choses. Je me suis amusé dans un ouvrage qui s'appelle Au cœur de la psychothérapie. J'ai fait le lien entre la myesthésie et plusieurs approches. Parce que l'idée, c'est pas de se dire on est bon, les autres approches sont mauvaises, c'est de voir quel rapport il y a entre ce qui fait en myesthésie et ce que font d'autres praticiens dans d'autres approches. Chacune apporte quelque chose. Et l'idée, c'est de ne pas être prisonnier de quoi que ce soit, ni d'aucune approche que je cite, ni de la myesthésie. L'idée, c'est qu'on accompagne la vie. J'ai fait un document d'ailleurs que j'ai intitulé la vie plus que la myesthésie, parce qu'en fait, on n'est pas censé faire de la myesthésie, on est censé accompagner la vie et prendre pour ce faire ce qu'on a à sa disposition de plus efficient, voire le créer sur place quand il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et qui doit être fait. Quelqu'un qui s'arc-boute sur la myesthésie, qui en fait une technique et une méthode, je suis assez effrayé parce que c'est le meilleur moyen que tout ça, ça vole en éclats et que ça n'amène nulle part. Très bien. Il me reste 60 questions, mais je vais D'accord. vous en poser deux. Pour une demi-journée par question, on Euh, devrait s'en sortir. je vais vous en poser encore deux. Il y en a une que je n'avais pas prévue, mais qu'on va aborder après, et il y en a une autre que je vais vous poser tout de suite. Juste avant, dans le podcast, il y a un fil conducteur, et j'aime bien demander aux invités de faire la démarche que je fais et de me proposer une inspiration. Donc quelqu'un qui vous inspire, ça peut être un auteur, ça peut être peu importe, mais il faut qu'il soit vivant pour que j'ai la possibilité Oui. d'essayer de l'inviter. Un vivant, c'est plus compliqué. J'ai pas de personne vivante. J'ai apprécié Marie de Henzel, qui est psychologue et qui s'occupait des fins de vie. Mais je peux pas dire que ce soit un auteur qui m'inspirait plus que ça, si ce n'est qu'elle a su être très proche des gens qui étaient au bout de leur parcours. Moi, un auteur majeur, mais il est plus vivant, bon, c'est quand même un contemporain, mais pour l'interviewer, ça va être très compliqué, parce qu'il n'est plus là. C'est Abraham Maslow, que tous les gens ont fermé dans une pyramide, et je suis très triste pour lui qu'on l'ait mis dans une pyramide, parce qu'il mérite plus que ça. Il a expliqué qu'il espère bien que le praticien ne sera pas quelqu'un qui prétend guérir les patients d'une maladie, mais quelqu'un qui aidera le patient à devenir qui il a à être. Parce que celui qu'il a à être est quasiment contemporain de celui qu'il aime, il ne le sait pas. Et Abraham Maslow, c'est pour moi une référence majeure en termes de posture au niveau psychologie. Il ose même à un endroit expliquer une chose que sans doute on n'a pas aimé remettre en avant, c'est qu'un névrosé ou un délinquant
est plus équilibré que quelqu'un qui s'est soumis aux règles sociales complètement, parce qu'au moins il n'a pas complètement renoncé à lui-même. Donc ça, je trouve que c'est un peu gonflé de dire ça, mais en même temps, quelque chose qui est touchant. Et c'est vrai que quand on ne renonce pas complètement à soi-même, c'est pas toujours facile de se trouver dans la façon de fonctionner sociale, et qu'en même temps, on a besoin quand même de règles sociales, sinon c'est compliqué pour vivre ensemble. Mais si on y est trop soumis et qu'on n'ose pas être, c'est compliqué aussi. Donc, Maslow est quelqu'un de vraiment intéressant, qui a beaucoup expliqué au niveau des besoins, notamment des besoins antiques, les besoins existentiels. Mais alors, au niveau, quelqu'un qui se rapproche, qui a été proche de Rogers aussi, c'est Marshall Rosenberg, qui est encore vivant, lui, par contre. Marshall Rosenberg qui a créé la communication non violente, qui parle aussi des besoins, dont l'approche est magnifique. Pour lui aussi, la communication est importante, mais plus au niveau des besoins. La dimension existentielle est importante, mais il ne l'a pas mise en exergue, à mon sens, suffisamment. Il ne l'a pas mise en exergue dans ses écrits, mais probablement dans ses enseignements et dans ses mises en œuvre, si. Donc voilà quelqu'un d'important, la CNV, communication non violente. Sinon, des auteurs contemporains, je suis désolé, des gens interviewés, des gens à rencontrer, je n'en ai pas, ceux qui me viennent à l'esprit en tout cas. Il n'y a pas de souci. Il y a des invités qui m'en donnent 2 ou 3. Donc de toute façon, l'idée en fait derrière ça, c'est parti de mes inspirations. Enfin, ça m'appartient même pas. C'est des propos qui m'ont inspiré. Et puis de laisser ensuite le podcast prendre une direction, ne pas justement l'enfermer et le laisser ouvert. Donc j'ai pas vraiment une idée précise de là où ça mènera. Et tout ce que je sais, c'est que ce sera enrichissant. Le processus sera enrichissant. Voilà donc On revient à la question. Donc, vous avez parlé de couple. C'était pas tout à fait prévu, mais c'était très, très intéressant. Vous dites donc qu'il y a un grand casting. J'aimerais qu'on revienne juste sur 2 points. Le premier, c'est, cette idée qu'on va chercher dans l'autre, les parties de soi qu'on a du mal à accepter ou nous rappeler, par exemple, un parent, un trauma, ou une partie de soi auquel on n'a pas encore accès. Ça, c'est une première chose dans le couple. Et la deuxième chose, c'est comment gérer le processus identique, mais chez l'autre. Et il va avoir des comportements qui sont encore une fois pertinents, qui peuvent nous heurter, et comment appréhender ça pour, comme vous dites, ne pas combattre, ne pas rentrer dans le combat, et être dans l'accompagnement. Je prends un exemple un peu plus parlant. On va avoir quelqu'un qui va faire preuve de jalousie, alors qu'il n'y a pas lieu d'être dans la jalousie. Il le fait par pertinence. Comment ne pas tomber dans cette douleur, hein, parce que la jalousie, c'est une émotion qui a sa pertinence, mais qui est très douloureuse à vivre pour la personne de qui elle émane et pour la personne qui la reçoit. Donc voilà, 2 questions en une. Le casting et comment retrouver chez l'autre les parties auxquelles on va avoir accès, et aussi comment gérer l'autre qui est en train de faire le même processus de son côté. C'est pas simple. C'est pas simple parce que, alors, en myesthésie, on n'hésite pas, d'une part, à faire de l'autothérapie, parce que c'est une histoire entre soi et soi, on va rencontrer ce qui a besoin d'être rencontré. Ça n'a pas tout à fait la même dimension de s'auto-valider que d'être validé par un tiers, mais ça marche très très bien. L'obstacle, quand on se fait soi-même sa thérapie, c'est qu'on a tendance à vouloir supprimer l'inconfort au lieu d'écouter ce qu'il nous raconte. Du coup, on ferme la porte avant de l'ouvrir, c'est un peu compliqué. Et puis, en couple, on peut aussi s'accompagner, s'écouter, se comprendre, voir, être thérapeute l'un de l'autre. J'aime pas trop tellement le mot thérapeute, si ce n'est que chez les Grecs, c'est ceux qui prenaient soin des divinités, les thérapeutes. Donc, on va dire, on prend soin du sacré chez l'autre. On va dire que l'autre est un dieu, mais on prend soin de ce qu'il y a d'inestimable chez l'autre. On peut s'accompagner, la difficulté étant dans le couple que, d'une part, quand notre conjoint, notre compagne, compagnon a une souffrance, on a envie d'apaiser sa souffrance. Et on a plus envie d'apaiser sa souffrance que de l'accompagner vers ce qu'il appelle chez lui. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, elle est encore plus importante, c'est qu'il arrive que la compagne ou le compagnon est un symptôme, mais qu'il soit juste pour nous éclairer, nous, sur quelque chose qu'on a besoin de rencontrer. C'est-à-dire que le symptôme est chez l'autre, mais ce qui est à rencontrer est chez nous. On appelle ça des interactions systémiques. C'est-à-dire que l'autre et nous formons un système où il y a quelque chose qui apparaît chez l'autre pour éclairer quelque chose chez moi. Et du coup, si je veux accompagner l'autre par rapport à ce qui a l'air d'être chez lui, je ne vais pas m'en sortir parce que ce n'est pas chez lui, c'est chez moi. Donc ça fait un joli sac de nœuds. Et ce qui veut dire que je ne peux pas accompagner l'autre si en même temps je ne regarde pas
ce qui se passe chez moi. Maintenant, dans ce qui se passe chez l'autre, quand c'est chez lui que ça se passe, on va écouter ce qui l'amène à avoir le comportement qu'il a. Il est jaloux, tu te sens extrêmement jalouse ou jalouse, c'est insupportable pour toi et quelque chose et on va essayer d'aller écouter l'autre au plus profond de lui dans ce qui se passe chez lui. Ce qu'on arrivera à peu près à faire si on n'est pas soi-même réactivé par la jalousie de l'autre parce qu'on aurait un truc à regarder chez nous, d'un autre endroit de notre propre existence. C'est là où un tiers peut jouer le rôle de médiateur ou accompagner l'un et accompagner l'autre. Mais quand on accompagne, c'est intéressant, quand on accompagne un couple, souvent on va accompagner l'un, on va accompagner l'autre, parfois dans la même séance en même temps. Et ce qui se passe chez l'un éclaire un truc qui se passe chez l'autre. Et c'est souvent bien quand on a les deux en même temps. Les personnes comme Lester et Johnson avaient remarqué quand il y a un problème dans un couple, d'abord c'est pas un problème, c'est quelque chose qui s'exprime, qui doit être entendu. Il y a eu un manque de communication entre les deux personnes et c'est pas un problème et en plus c'est pas celui chez qui ça se manifeste qui a le problème, ça appartient aux deux. Ah, on a une coupure là. Non, tout va bien. Ça va, Très d'accord. intéressant. Ça n'appartient pas. Le problème n'appartient pas à une personne, mais émane des deux. C'est très Voilà, intéressant. c'est vraiment les deux. Et je vais donner un exemple. Alors c'était plus chez une personne, un couple me consulte, mais j'ai vu lui, je l'ai pas vu elle, parce qu'il était violent, et lui a eu l'idée du fait qu'il était violent de consulter, ce qui est quand même remarquable. Et quand on a mis l'attention sur cette violence, il est rapidement arrivé à un moment de sa vie où il s'est revu, il avait peut-être 6 ans, 5-6 ans, il a vu son père frapper sa mère, qui lui tapait la tête contre les murs, elle est tombée par terre, il continuait avec des coups de pied, il m'a dit « j'ai cru que ma mère était morte ». Et même s'il a fait que le croire et qu'elle n'était pas morte, à l'instant où il l'a cru, il a eu un éprouvé qui était quand même très fort. Et donc, je lui ai proposé de mettre l'attention sur l'enfant qu'il était, qui a cru que sa mère était morte, et du coup, il ne voit pas du tout cet enfant qu'il était. Il voit son père et il me dit d'un seul coup, il fait une prise de conscience, j'ai même pas eu besoin de faire le chemin pour ça, il me dit « je comprends mon père ». Alors je lui demande en quoi il comprend son père, qu'est-ce qui s'éclaire pour lui. Il dit « je sais tellement ce que c'est que d'être violent alors qu'on ne voudrait pas l'être ». Et dès qu'il a donné une place à son père, il savait qu'il ne serait plus violent, mais effectivement il n'a plus été violent après. C'est comme si ces actes violents lui permettaient de se rapprocher d'un père qu'il avait gardé à distance, mais il avait besoin de cette racine. Chez lui, c'était ça. N'en faisons pas une règle pour tout le monde, ça serait trop facile de faire des schémas définitifs pour Le tout le monde. terrain, toujours. Ça, voilà. Et là, alors est-ce que chez sa compagne, ça avait un sens qu'il soit violent? Je ne sais pas. Je donne un autre exemple. Une personne qui en a marre de rencontrer des conjoints violents et alcooliques, que j'accompagne, et qui avait quitté un mari avec qui elle a été pendant 15 ans, qui était comme ça, elle dit « je retrouve quelqu'un qui se révèle être comme ça, c'est pas possible, j'en ai marre ». Et on retrouve, est-ce que quelqu'un d'autre a été violent dans votre vie? Oui, son père. Et quand elle découvre son père, elle a souffert d'un père qui était violent alcoolique. Et je voulais lui faire mettre l'attention sur celle qu'elle était, là aussi, et elle dit « oui, mais mon père avait eu une vie difficile ». Et quand je lui fais mettre l'attention sur son père, elle me dit « oui, mais c'est pas parce qu'on a une vie difficile qu'il faut faire chier le monde ». Donc, si vous voulez, il y a toujours ce petit truc où à la fois je dois donner la place à l'autre, mais je dois pas m'oublier non plus. Donc, elle donne la place à celui qui était son père, il ne faut pas qu'elle oublie l'enfant qui a souffert, on accompagne les deux, et une fois qu'on a bouclé ça, on m'a dit, je ne crois pas que je retrouverai quelqu'un de violent, et effectivement, le couple suivant qu'elle a eu, la personne n'était pas violente, ni alcoolique. Et On va chercher l'autre qui va réactiver, quoi. J'ai moi un exemple qui m'a frappé quand j'étais jeune. Avec mon père, on allait dans un restaurant qui était très bon d'ailleurs, une crêperie. Et mon père faisait le pitre avec la propriétaire du restaurant, qui était une femme d'une 50aine d'années, très agréable. Et il faisait souvent le pitre avec elle. C'était un espèce de schéma entre eux, un pattern, où il faisait ce qu'on pourrait appeler le beauf. Alors, j'ai pas envie de cliver ou de faire un cliché pour qui que ce soit, mais il était très, très strict, il donnait des ordres, etc. Et c'était un espèce de jeu humoristique entre eux. Et cette femme, elle avait été battue par son mari, elle avait quitté son mari, elle avait retrouvé quelqu'un d'autre avec qui ils avaient ouvert un restaurant. Et cet homme-là, il avait tout fait pour elle.
Il avait vraiment tout fait pour elle. J'étais pas dans leur intimité, je sais pas ce qui s'y passe, mais de l'extérieur, ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Et ils ont déménagé, ils ont fermé le restaurant, ils ont déménagé, et elle envoyait des messages à mon père en disant qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle est contente de s'éloigner de lui parce qu'elle aurait quitté son mari. Mais ce qu'elle voyait de mon père, c'était un homme violent. Et quand j'étais plus jeune, ça m'avait vraiment heurté de me dire, cette femme qui avait subi la violence et qui avait de Ouais. l'extérieur trouvé quelqu'un qui œuvrait pour elle, plutôt positivement, était attirée par ce comportement à nouveau violent. Et Ouais, quand ouais. j'étais jeune, ça m'avait vraiment marqué. Ben, Et c'est bien observé, c'est bien observé. il y a aussi le fait, comme vous dites, que parfois, on va créer chez l'autre ce qu'on a besoin de régler. Alors Et ouais, c'est ça, c'est un ouais. sentiment que moi j'ai pu éprouver, et je sais que je suis pas unique là-dessus, c'est quelque chose qui arrive. On a l'impression d'être quelqu'un d'autre. On dit: «Beh, quand je suis au contact de cette personne, j'agis d'une manière qui n'est pas moi, que j'ai pas envie d'être, mais Mmh c'est ce mh, qui mmh émane mh. de moi quand je suis à ton contact». Et ça vient pas forcément que de l'autre, mais effectivement, je pense que quand on a quelque chose à régler, on va mettre la Tout à personne en face de nous dans une tout situation à fait. dont le comportement va émaner à son insu, pour nous remettre Tout toujours sur le lien et ce rapprochement. complètement. Une personne, par exemple, qui est en couple avec une autre personne alcoolique, la personne alcoolique va essayer d'arrêter de boire, et admettons qu'elle fasse le chemin pour ça. C'est déjà pas simple. Il y aurait des trucs à voir sur l'addiction. J'ai écrit des documents sur mon site sur l'addiction. Il y a des choses très intéressantes à voir. Bon, si on commence à partir là-dessus, on en a pour 1 heure. Donc on va pas débattre là-dessus. Mais juste pour donner l'exemple, si il se trouve que cette personne qui est alcoolique est avec quelqu'un qui a eu un parent alcoolique, qu'elle a mis à distance parce que c'était trop douloureux, ce parent alcoolique, et bien, il aura du mal à arrêter de boire, parce que s'il arrête de boire, l'autre ayant besoin qu'il boive pour être en présence de quelqu'un d'alcoolique afin de se rapprocher du père, elle pourrait faire en sorte qu'il n'arrive pas à arrêter de boire, en lui créant un climat qui rend la chose plus difficile. Alors ça peut être discret, c'est pas forcément avec un verre, hein, mais euh, elle va saboter sa capacité à arrêter parce qu'elle a besoin qu'il continue. Elle ou il, ça peut être un homme ou une femme. Et c'est ça, c'est que l'autre va essayer de nous amener à avoir le comportement qui la ramène, ou le ramène là où il a besoin de voir, et ça se fait à notre insu. Il y a besoin de voir chez les deux côtés, et un praticien qui accompagne une personne ne doit pas négliger que l'autre a sa place. Alors, pas pour dire c'est la faute de l'autre, c'est très malsain, c'est l'affaire des deux. Et les deux, s'ils ont choisi de faire ce parcours ensemble, c'est qu'ils ont quelque chose à voir réciproquement. Tenir compte de l'autre, c'est pas en faire un fautif et le culpabiliser, surtout pas, ça serait extrêmement malsain. Ça. Une des règles en thérapie, à mon sens, c'est que même quelqu'un qui a un conjoint violent, même quelqu'un qui a eu des parents abominables, le praticien n'est pas censé avoir le moindre jugement à l'encontre de ce conjoint ou de ses parents. Il peut avoir un jugement au niveau des actes, mais pas au niveau des êtres, pas au niveau des êtres qu'ils sont. Néanmoins, les actes, ils doivent quand même être... Oui, je dis souvent, là, les êtres reçoivent de la considération, les émotions ont une validation dans leur nature et leur dimension, et les faits ont une évaluation, une estimation, en quelque sorte, de leur dangerosité ou de leur qualité. Les faits, on peut les évaluer, mais on ne s'autorise pas à évaluer les êtres. C'est inacceptable. C'est humainement catastrophique. Et c'est vrai que des thérapies où on parle de parents toxiques, malsains, de conjoints abominables, bon, ces comportements sont abominables, mais qu'ils sont ne l'est pas. Néanmoins, c'est pas parce qu'ils sont de qualité qu'ils sont pas dangereux et que des fois une distance physique peut être nécessaire en termes de sécurité. Donc ça, c'est une lucidité qui n'est pas toujours facile d'avoir, mais à la fois la dimension existentielle et en même temps la lucidité sur la gravité des faits. Très bien. Dernière question, qui fait lien avec ce qu'on a, Il en parce que ça restera fait plus, il en déjà, reste plus que 58 après, bon, c'est bon. c'est ça, non, ça fait déjà une bonne heure, donc un podcast, j'aime bien quand on va quand même loin dans les choses, mais il faut que ça reste un format qui soit Oui, si écoutable c'est et qui dure pas bon, ça marche pas, 8 heures. bien sûr. Donc on a parlé de la résilience et vers le chemin de cette réconciliation, on saura plus qu'avant, et c'est ce que je vous avais abordé dans le mail, la croissance post-traumatique, et dans la nature, ça s'évalue très, très bien.
Et par exemple, si on ramène ça au physique, par exemple, l'entraînement physique, c'est un traumatisme physique duquel on va tirer des bénéfices dans sa guérison et on va tirer une force. Et à mon sens, ça peut éventuellement aussi fonctionner avec la psyché. Évidemment, il y a cette notion de complétude. On va récupérer des parties de son être qui étaient éloignées de nous et donc on sera plus qu'avant. Mais je prends l'exemple dans un traumatisme, et vous en parlez dans un de vos articles, de la vigilance, par exemple. Des êtres qui ont subi des agressions graves vont développer une vigilance qui sera accrue. Ils vont avoir une ouïe qui peut, par exemple, porter un petit peu plus loin. Ils vont prêter plus attention à des sons si le trauma était en lien avec le son, etc. Et est-ce qu'une fois qu'il y a eu réconciliation, regard vers l'être, acceptation de ce qu'on était à ce moment-là, est-ce que une fois que cette réconciliation a été opérée, on va pouvoir conserver ces facultés qui seraient donc une croissance? Si c'est une faculté, elle va être conservée, mais je crains que l'hypervigilance ne soit pas l'ouïe qui se développe, mais plutôt l'image audio qui sélectionne certains bruits plutôt que d'autres afin de mettre en sécurité. Ça s'apaise. Ça s'apaise après la thérapie. S'il y a eu un gain dans la capacité auditive, elle va certainement rester, mais sans l'inconvénient du coup. Et je n'attesterai pas forcément que ce gain sur la capacité auditive. Oui, alors effectivement, c'est pas notre oreille qui entend mieux, mais c'est comme vous dites, c'est une vigilance qui porte attention sur ce qu'on entend et qui sera... du coup, c'est effectivement consommateur d'énergie, parce qu'il y a une partie de nous qui traite toujours en vigilance plus que les autres. Et, donc pour vous, c'est quelque chose qui peut éventuellement rester. Après, on parle de l'audio, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. L'hypervigilance qui marche par tous les sens, hein, pas que par l'audio, ça peut être visuel, c'est kinesthésique, c'est tout. Ça peut être le toucher, ça peut être... Cette hypervigilance s'apaise, ce qui veut dire qu'une fois qu'elle est apaisée, je dirais plutôt l'inverse, une fois que l'hypervigilance est arrêtée, on est davantage capable de percevoir parce qu'on n'est plus troublé par cette hypervigilance. L'hypervigilance masque les signaux, en fait. Elle les décode à travers un filtre qui empêche de voir la nuance de ce qui se passe. Donc, c'est une nécessité temporaire. Quand elle n'est plus là, on récupère sa capacité de discernement, d'acuité dans la perception, quel que soit le sens dont il s'agit, la vue, l'ouïe, le tact ou d'autres. Effectivement, ça change quelque chose, mais je ne sais pas si ce sens se sera accru pour autant. Par contre, ce qu'il y a, qui est important, c'est que l'être, celui que nous sommes arrivant au monde, il y a quelque chose de l'ordre du déploiement. C'est un peu compliqué de parler de déploiement, c'est partie des choses qui ne sont pas faciles à penser. Un philosophe qui a évoqué ça, c'est Leibniz, avec les monades, qui sont des unités de conscience qui se déploient, elles contiennent déjà tout, et elles ne font que se déployer au contact de l'extérieur sans jamais recevoir de l'information venant en elles de l'extérieur. C'est amusant comme concept, mais il y a quelque chose de cet ordre, c'est comme s'il y avait une qualité intrinsèque en chacun de nous qui attend de se déployer. Pour se déployer, il lui faut un contexte favorable. Et probablement, quelqu'un qui a vécu une expérience, il y a quelque chose de lui qui se déploie un peu plus loin, un peu plus. Il accède davantage à qui il est, si tout se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, il peut rester amputé de quelque chose de lui, c'est l'inverse. Et si la thérapie se passe bien, il va être augmenté quelque part. Moi, j'aime bien le mot résilience qu'a utilisé Cyrulnik, je l'aime pas trop, j'aime beaucoup Cyrulnik et le travail qu'il nous propose et le propos qu'il nous donne, qui est très très juste. Hein. Je remets juste en question le mot résilience, je préférais parler de consilience, parce que la résilience, elle est pas, elle dit qu'on est comme avant alors qu'on n'est pas comme avant en fait. On est plus qu'avant. Donc le mot consilience reflète mieux le fait qu'on a reconnecté celui qu'on est et celui qu'on était. D'accord. Donc c'est pas forcément les signaux, c'est pas forcément les capacités sensorielles, ça va être plus l'expérience du vécu qui nous amène à déployer des parties de nous dans un contexte favorable et qui fera qu'on sera plus qu'avant. Voilà, et puis on aura quelque part un plus de conscience. Là, par contre, il y a quelque chose qui peut jouer, il y a un plus de conscience. Comme disait Maslow, c'est un des rares qui a évoqué ça.
accompagner quelqu'un pour qu'il devienne qui il a à être, qui existe déjà en lui, mais qui ne permet pas encore. Et c'est une sorte de déploiement. Alors lui, il ne parle pas de déploiement, Maslow, c'est Leibniz qui en parle, mais c'est implicite un petit peu. On voudrait devenir, il ne s'agit pas de devenir un autre, il s'agit de cesser d'être un autre et de devenir pleinement qui on a à être. Et ça, c'est tout un chemin de vie, parce qu'on nous apprend beaucoup à avoir l'air de ce qu'on n'est pas. La vie sociale est un peu là-dessus, on joue tous des personnages, même soi-même, on s'y laisse prendre, et même si on essaye d'être un peu moins. Et quand on joue des personnages, on n'est pas qui on est, et on a besoin de se rencontrer vraiment dans qui nous sommes les uns les autres. C'est ça qui est touchant. Et qui on est, on le devient de plus en plus avec la maturité, si tout se passe bien. Il y en a qui peuvent s'éteindre, se rétracter. Et après des événements traumatiques, d'ailleurs c'est ce qui laisse un peu perplexe, c'est que l'événement traumatique peut détruire quelqu'un et faire qu'il s'en remette jamais, ça arrive, ça dépend du chemin qu'il aura fait. Mais ça peut aussi l'amener à un niveau de conscience qui est bien plus qu'avant. On voit beaucoup de gens qui ont vécu des événements traumatiques et qui ont pris conscience de la vie dans une autre dimension et qui sont plus proches d'autrui, plus conscients d'eux-mêmes, plus conscients de l'existence, de la nature, de l'écologie du système. Il y a une conscience qui peut s'ouvrir suite à un trauma, comme si on était dans une routine quotidienne qui nous éloigne de la vie et que ce moment d'exception, d'un seul coup, rappelle de quoi la vie est faite et qu'elle mérite qu'on la rencontre, qu'on y soit. Enfin, c'est plus au niveau de la conscience qu'il y a quelque chose de plus qui apparaît, qui peut apparaître, pas systématique, mais qui peut apparaître. Et le praticien en thérapie est censé accompagner ça. C'est pas juste réparer la blessure, c'est que la personne puisse devenir davantage qui elle a à être, et avec ce plus de conscience aussi. Il y a une image que j'ai envie de vous partager. Vous avez dit le thérapeute, en fait, doit d'abord être touché par la rencontre. Et c'est une image qui revient régulièrement pendant notre échange. C'est un thérapeute va en fait prendre par la main la personne pour aller découvrir l'être et pas forcément être dans un état ébahi, mais d'être touché par la rencontre de cet être avec le patient. C'est ça. Alors c'est exactement ça. Alors du coup, ça nous amène à une chose, c'est que le praticien n'est pas censé encourager le patient à rencontrer celui qu'il était. Le praticien est censé quelque part être déjà avec celui qu'il était, quasiment émerveillé par cette rencontre. Et cet art de l'émerveillement, il est déjà avec l'être qu'était le patient, et du coup, comme ils sont ensemble, ça donne au patient le goût d'aller le rencontrer. C'est pas un endroit où il doit aller qui est assez glauque, c'est un endroit déjà magnifique où se trouve le praticien, et du coup, le patient a envie de les rejoindre. Et c'est l'émerveillement du praticien qui va permettre ça, qui va permettre cette connexion. J'ai eu parmi mes stagiaires des praticiens qui ont aussi animé des sessions de clown. Le clown, c'est autre chose. Et pourtant, tel que c'est enseigné, en tout cas, l'art du clown, c'est pas forcément le cirque, c'est l'art de l'émerveillement. Et cet art de l'émerveillement, que j'appellerais un art de la candeur et de l'émerveillement face à la nouveauté, on va le trouver chez le praticien avec un petit truc en plus, c'est que non seulement on est émerveillé, mais quand on fait le chemin avec son patient, chaque pas qu'il nous donne nous rapproche de ce qui est inestimable en lui, et on est émerveillé à chaque pas, comme si on allait rencontrer ce qu'il y a de plus extraordinaire au monde. Et une fois qu'on a rencontré l'être qu'il était et qu'on y est, ça lui donne le goût d'y aller, parce qu'on est dans cette dynamique, on est hors du champ de la gravité, on est touché par cet être. Il y a l'autre, peut-être l'art du tact psychique, peut-être un mot, l'art du tact psychique, on va le trouver dans une approche qui est l'aptonomie de Franz Fettmann, mais qui n'est plus là non plus, hélas. Il y a Jean-Louis Rivardel qui a pris sa suite. Le fils de Fettmann, il s'est un peu éloigné de son père. Et puis, il y a le mot empathie, que j'aime bien, le mot empathie. On en fait tout un plat du mot empathie. Alors, empathie, il y a pathos dedans, qui est un peu embrouillant quand même. Et puis, Carl Rogers, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup, a eu du mal à décrire l'empathie, parce qu'il a dit c'est l'art de connaître, d'entendre les références de l'autre pour se mettre à sa place tout en restant soi-même. Donc, c'est infaisable, c'est compliqué. Les gens ont interprété ça rapidement en disant se mettre à la place de l'autre. Puis, comme ils ont vu que c'était un problème, ils disent il faut garder une distance professionnelle. Donc, il faut être à la place avec une distance, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On voit bien que c'est confus. Et à la fin de sa vie, Rogers a dit non, en fait, on est dans une relation transcendée où chacun perçoit ce qu'éprouve l'autre. Ah, c'est déjà plus juste là.
Il a fallu qu'il attende pour dire ça. Parce qu'on vit des choses, mais on a du mal à les mettre en mots souvent. Et en fait, le mot empathie, c'est pas Rogers qui en a eu l'idée, c'est Sandor Ferenczi, le revoilà encore, avec Theodor Lipps, qui était lui un comportementaliste, l'autre c'était un psychanalyste. Et ils ont eu l'idée du mot empathie, mais c'est en allemand du coup, et c'est Einfühlung. Ein, c'est dedans, et fühlen, c'est le tact psychique. Et en fait, l'empathie, c'est l'art du tact psychique. Comme le feeling en anglais. C'est toucher l'impalpable, en fait. Et en autonomie, c'est aussi ça, c'est le tact psychique. Et cet art du tact psychique, quand on regarde des horreurs, on est affecté, quand on voit des êtres, on est touché. Et cet art du tact psychique, c'est ce qui doit caractériser un praticien qui essaie de faire son boulot du mieux qu'il peut. Et puis c'est ce qui doit caractériser un être humain face à un être humain, en fait, surtout. C'est pas seulement un praticien. Ça concerne la vie en général. Bon, parce que j'aime bien qu'on ne parle pas simplement de thérapie, de trauma, de soucis, mais on parle de vie, d'être et de se rencontrer. Il y a quelque chose de plus vaste qui joue à cet endroit-là. Bien sûr, et on terminera là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'a fait rire aussi, c'est de pas s'inventer praticien du dimanche. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit: «Tu donneras ton avis quand on te l'aura demandé». C'est simplement pas l'idée de se mettre, de vouloir faire des thérapies pour tout le monde, mais c'est que parfois, parce que nous sommes des êtres, sociaux et qu'on interagit les uns avec les autres, on va être amené, on a peut-être un rôle à jouer dans certaines relations où on peut justement aller rencontrer l'autre, l'aider à aller se rencontrer, être émerveillé par cette rencontre, sans être forcément un thérapeute. Et c'est vrai que c'est difficile, hein, de faire la part des choses, mais c'est important et de comprendre qu'on a tous, dans toutes nos interactions, cette pertinence, cette réconciliation qui suit son fil au cours de notre vie et que les uns avec les autres et avec soi-même, on a tous un rôle à jouer au quotidien. De toute façon, quelqu'un qui est capable d'entendre l'autre, de voir qui il est plutôt que les faits, et qui s'émerveille de cette rencontre, fera souvent plus de bien qu'un thérapeute qui applique une technique, et qui se contenterait de ça. Qu'il ait une technique, pourquoi pas, mais il s'agit que le praticien ait cette capacité d'émerveillement et de rencontre pour être efficient. S'il n'est que dans la technique, à la limite, quelqu'un qui connaît rien sera plus efficace avec son simple bon sens. Je cite souvent René Descartes, dont tous les matérialistes recommandent, pour justifier qu'ils sont bornés. Désolé, des matérialistes qui ne sont pas bornés, il y a des gens qui sont ouverts aussi parmi les gens matérialistes. Et Descartes soulignait que l'ennui, quand on apprend, c'est qu'on perd son bon sens. Alors, il ne le pensait pas qu'un peu, parce qu'il a écrit un ouvrage entier pour parler de ça, qui s'appelle « Recherche de la vérité par la lumière naturelle », où il met en scène un lettré, quelqu'un qui ne sait rien, et puis un sage, et tout leur dialogue tente à montrer que, en fait, le lettré a moins de bon sens que celui qui ne sait pas. Donc le fait d'apprendre beaucoup, c'est un avantage, et ça peut être un risque, parce que quand on apprend beaucoup, on se sert de ce qu'on apprend, et on oublie l'interaction simple qu'on a avec l'autre, qui peut parfois être plus efficiente que le savoir. Et Donc ça c'est pas pourrait pour faire l'œuvre inciter. d'un podcast entier. Heu et ça répond aussi à la dernière chose du podcast qui est: je demande une phrase qui vous inspire. Je commence avec une qui vient de moi et on termine avec celle d'un invité. Et celle de Descartes est très belle, hein. L'ennui quand on apprend, c'est qu'on perd, une partie de son bon sens. Et c'est vrai que ça rejoint aussi ce côté compréhensible et intelligible. Dans notre histoire, on a toujours essayé de coucher sur le papier, de théoriser certaines choses, qui se font au quotidien, en fait, déjà, sans qu'on ait besoin forcément d'en parler, sans qu'on ait besoin de les apprendre. Et parfois s'éloigner de la théorie pour se rapprocher, heu, du palpable et de l'expérience et c'est aussi important, donc merci pour ce partage. Ouais. Mais avec plaisir, et puis merci aussi après de le partager avec d'autres qui vont pouvoir en bénéficier. On remercie les auditeurs et les auditrices d'avoir, écouté le podcast jusqu'au bout et Oui, 1h20 quand même, c'est long pour un podcast. c'est long et à la fois tellement court et beaucoup de portes s'ouvrent, donc j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, autant que nous dans cet échange et qu'il vous apportera des pistes de réflexion. Comme d'habitude, vous aurez toutes les références, en bas du podcast. On vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.